Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Le 20 août de chaque année est célébrée la journée mondiale du moustique. Et en prélude à cette journée, Studio Tamani pose le débat sur les moustiques, le paludisme et l'assainissement. Contrairement à cette idée répandue dans le pays, les moustiques ne transmettent pas que le paludisme. Ils sont responsables de plusieurs autres maladies. Au Mali, le projet Targati Malaria s'investit beaucoup dans les recherches sur les moustiques. Pourquoi une journée mondiale du moustique est-elle importante? Où en sommes-nous dans les recherches sur les moustiques? Quel est l'apport donc du gouvernement dans les recherches à travers le programme national de lutte contre le paludisme? Comment assainir nos villes pour avoir moins de moustiques? Pour en parler, nous avons deux invités avec nous. Dr Mamadou Bekoulibaly, pharmacien biologiste et directeur adjoint du MRTC. Madame Diallo Oumou Modibo Keïta de l'organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE. Nous avons également voulu avoir le programme national de lutte contre le paludisme. Malheureusement, ils n'ont pas répondu à notre sollicitation. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. La première question sera pour vous, Dr Coulibaly. Pourquoi une journée des moustiques? Merci pour la question. Et avant de commencer, je voudrais juste dire bonjour à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Et bonjour à vous aussi, bonjour à madame. Et donc, pourquoi une journée mondiale du moustique? Et c'est pour commémorer la découverte du parasite du paludisme chez le moustique par un médecin militaire du nom de Ronald Ross en 1897. Alors c'est arrivé un 20 août et depuis lors, il a été retenu qu'il faudra commémorer cette journée-là pour quand même sensibiliser davantage les populations par rapport aux moustiques et aux maladies que ces moustiques-là peuvent transmettre. Et quel est le rôle du projet Target Malaria dans cette recherche-là aujourd'hui? Alors, Target Malaria, spécifiquement, est en train de développer une innovation technologique basée sur les moustiques génétiquement modifiés, c'est-à-dire utiliser les moustiques pour combattre les moustiques. Et donc, pour le moment, nous sommes au laboratoire. Ce n'est pas un produit qui est disponible pour faire la lutte proprement dite. Nous sommes en train de développer cette technologie-là. Il y a deux grandes technologies. Et la première, il s'agit de modifier un moustique mâle qui, lorsqu'il est lâché, va copuler avec les femelles. Et lorsqu'il copule avec les femelles, il n'y a pas de progéniture. Donc, l'effet, c'est de réduire la population et du coup, réduire la maladie avec. La deuxième technologie sur laquelle Target Malaria est en train de travailler, c'est aussi modifier un moustique de telle sorte que le mâle qui est lâché et qui va copuler avec les femelles ne va donner que des mâles. Les progénitures ne seront que des mâles. L'effet est le même. La reproduction va être affectée. La population de moustiques va être réduite. Et la maladie va être réduite avec. Donc ça, c'est Target Malaria. Mais il faut noter que Target Malaria est un projet au sein de notre centre, vous l'avez dit, au MRTC Entomologie. Je profite de l'occasion pour juste clarifier ma position. Je ne suis pas le directeur adjoint du MRTC, je suis le directeur adjoint du MRTC Entomologie. C'est qui travaille sur les moustiques et les maladies que les moustiques transmettent. Donc ce centre-là travaille sur d'autres types de moustiques. Aujourd'hui, vous parlez de paludisme et vous l'avez bien dit dans votre introduction, les moustiques ne sont pas responsables que du paludisme. Et ça, on va développer au cours de cette émission le temps d'introduire Mme Diallo Oumou Keïta de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement. JVE, c'est quoi? Quel est votre combat? Comme vous l'avez si bien dit, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, je veux évoluer dans tout ce qui a trait à la protection, promotion de l'environnement et du développement durable. Comme je l'ai aussi dit dans l'introduction avant qu'on commence l'émission,
l'environnement, la protection de l'environnement ne se résume pas que simplement à l'assainissement, même si elle en fait une partie intégrante, mais aussi c'est tout ce qui est lié à la protection et la promotion de l'environnement sous toutes ses formes. Qui parle de l'environnement parle de tout ce qui nous entoure. Donc je pense que je suis là et je suis à bonne escient. Alors, qui dit moustique dit insalubrité. Quel est l'état aujourd'hui de propreté dans nos villes? Ouais, je pense que cette question elle est d'actualité parce que on est dans la saison de l'hivernage. Qui parle de l'hivernage parle d'inondation, parle de caniveaux débordés, parle de déchets sauvages, parle de potoirs et tout. Donc, je peux dire que l'état de salubrité de Bamako n'est pas à expliquer parce que chacun de nous a fait chemin pour venir ici et a sûrement dépassé un tas d'ordures quelque part, a sûrement vu l'état des caniveaux qui sont débordés vu qu'il pleut aujourd'hui. Donc, je peux dire qu'elle est assez critique, mais ce n'est pas quelque chose qui ne peut pas être résolu. Pour les pistes de résolution, nous allons en venir. Comme disons le MRTC, le centre travaille également avec le programme national de lutte contre le palier. À quel niveau vous collaborez ensemble avec le PNLP? En fait, nous sommes un bras technique du PNLP. Et que ce soit le MRTC parasitologie ou MRTC entomologie, nous constituons un bras technique pour le PNLP. Je peux juste donner 2 axes de collaboration. Donc, si le PNLP a des nouvelles interventions, par exemple des nouveaux types de moustiquaires ou des larvicides, alors donc nous, en tant que bras technique, nous avons la latitude de faire les tests préliminaires pour informer les prises de décision. Et donc on peut dire ce produit est bon, ce produit n'est pas bon, et ainsi de suite. Ça c'est un exemple sur les moustiquaires imprégnés. On peut prendre aussi d'autres tels que la pulvérisation intradomiciliaire. Par exemple, ça utilise un insecticide tout comme la moustiquaire imprégnée. Donc, le programme peut nous demander de voir si l'insecticide en question est efficace ou pas sur les moustiques du Mali. Donc, nous, on a la latitude aussi de faire ces tests-là pour informer encore une fois la décision du programme. Au-delà de voir si c'est bon pour les moustiques du Mali, est-ce que vous voyez également si c'est bon pour l'environnement? Ça, c'est un autre niveau. Pour nous, c'est l'efficacité du produit à tuer le moustique. Et maintenant, les questions environnementales sont posées à un autre niveau. Madame Keita, quels sont aujourd'hui les dégâts liés à l'insalubrité dans nos villes? Bon, elles sont énormes, vu déjà l'état de santé, parce que qui parle d'insalubrité parle sûrement de maladies, vu que la plupart des maladies sont causées par l'insalubrité. Donc, je peux dire qu'elle cause pas mal de problèmes, vu que la plupart des inondations sont causées par l'insalubrité, dues aux caniveaux bouchés, dû au tas d'ordures sauvages qui sévit à l'intérieur de Bamako. On peut dire que Bamako a vraiment à faire, vu qu'elle a été Bamako propre dans les temps, vu ce qu'on a entendu comme retour des grands-parents. C'est vrai qu'on appelait Bamako la coquette. Bamako la coquette, c'est pour dire que déjà dans le temps, il y avait un comportement. Je peux dire l'instabilité qui sévit à Bamako est sûrement due au changement de comportement des citoyens maliens qui ont abandonné leurs réflexes de balayer et chaque jour devant leurs portes, qui ont oublié le réflexe de jeter les ordures dans les rues, qui ont oublier le réflexe d'assainir et de vraiment maintenir les caniveaux propres à tout moment. Je pense que l'insalubrité qui sévit à Bamako est due à un manque de comportement éco-citoyen qui peut être vraiment engagé, vu que ça demande vraiment la sensibilisation, ça demande un changement de comportement immédiat, mais aussi ça demande aussi une volonté politique, et aussi ça demande aussi l'engagement des citoyens, parce que tout ne peut pas être mis sur le dos des politiques, vu que les déchets, les ordures qui sévissent à l'intérieur de Bamako viennent de chez nous.
vient de chez nous, parce que les ordures, on peut en convenir que ça ne tombe pas du ciel. S'il y a dépotoir, ça veut dire qu'il y a déchets. Les déchets, ça quitte nos concessions. Donc, ce qui est à revoir, c'est le comportement, que tout un chacun puisse s'engager et jouer sa partition. Donc, Bamako, la coquette, je pense qu'elle a été dans le temps et elle est possible d'être encore Bamako, la coquette. Et qu'en est-il, on parle de Bamako à l'intérieur du pays également. Est-ce que ce même comportement qu'on vit à Bamako avec les caniveaux bouchés, les déchets jetés partout, c'est également visible? Est-ce que vous avez des échos pour dire que ça se fait également à l'intérieur du pays? Oui, effectivement, on a des échos que ça s'est fait à l'intérieur du pays, mais je peux dire que le cas de Bamako, si vous avez un peu suivi l'actualité, surtout concernant le dépôt de transit qui se trouve en commune 2 du district de Bamako, c'est un dépotoir qui est là et chaque fois, c'est les mêmes retombées. C'est que ça arrive jusqu'au point où le dépotoir devient un problème, ça devient invivable pour les citoyens locaux qui demandent à ce que ça soit un peu déchargé ailleurs. Donc chaque fois, c'est le même système. Ça déborde, on part enlever pour aller mettre ça à un autre endroit qui va devenir sûrement un autre problème dans les jours à venir. Donc le système, c'est le système de transition même qui n'est pas encore au point. C'est-à-dire aussi, c'est que dès la base, il n'y a pas un système de tri. Parce que tant qu'il n'y a pas le tri, il y aura toujours ces dépôts sauvages. Et après les tri, il faut sûrement la transformation, il faut le recyclage. Il faut donner une nouvelle vie à ces ordures. Parce que ces dépotoirs, quand on analyse bien profondément, ce ne sont pas que de l'ordure. Au contraire, c'est de l'or, c'est de l'argent. Parce que tous ces déchets sont des matières premières pour quelque chose qui est plus important pour nous, parce que qui va nous permettre aussi de lutter contre le dérèglement climatique. Parce que qui parle de déchets et qui parle de recyclage, on a vraiment beaucoup de filières qui sont attraits à ces dépotoirs, qui sont attraits à l'ordure. On a vu dans les études que c'est possible avec de l'ordure, avec les déchets plastiques, de faire du carburant. On a vu que c'est possible de faire de l'énergie avec ces dépôts. On a vu qu'avec ces dépôts aussi, c'est possible de produire du compost pour l'agriculture. Et j'en passe. Donc, ça veut dire que ces dépôts, si on arrive à mettre une volonté politique là-dessus, ça peut non seulement devenir une opportunité, mais ça peut devenir aussi une solution pour nous permettre de lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Monsieur Coulibaly, vous venez de l'attendre. Quel est le lien aujourd'hui entre l'insalubrité et la fertilisation des moustiques dans nos villes? Alors, donc, merci pour la question. Il y a moustique et il y a moustique. Okay. Il y a à peu près plus de 3500 espèces de moustiques qui sont connues. Et dont les espèces au Mali, les espèces au Mali, bien sûr, dont les anophèles. Et de passage, je profite de l'occasion pour dire pour préciser que l'anophèle n'est pas la femelle du moustique. L'anophèle est une espèce et c'est elle qui transmet le paludisme. Il y a l'anophèle femelle et il y a l'anophèle mâle. Donc, effectivement, le lien entre les caniveaux et les moustiques, on va dire, pour un premier temps, il y a des types de moustiques qui vont pondre les œufs n'importe où. Donc on les appelle les culex. Ici, on les appelle les moustiques de nuisance. Sous d'autres cieux, ils peuvent transmettre d'autres maladies, telles que la filariose lymphatique, qui, malheureusement, chez nous, est transmise, ce qu'on appelle l'éléphantiasis, qui, malheureusement, chez nous, est transmise par les mêmes types de moustiques qui transmettent le paludisme, les anophèles. Donc, ces types de moustiques, les culex, vont effectivement pondre dans les caniveaux, vont pondre les œufs dans les eaux usées, mais les anophèles, si les femelles ont le choix. Je dis bien si elles ont le choix, elles ne vont pas pondre dans les caniveaux. D'où le nom de Soso Gourobinet en Bambara qui leur a été attribué par un de nos artistes. Soso Gourobinet parce qu'elle choisit un peu des points d'eau un peu propres, on va dire propres, pas limpides forcément, mais qui ne sont pas des caniveaux, qui ne sont pas des eaux usées, mais de l'eau de pluie. Dans un petit trou qui peut durer pendant 1-2 semaines.
Et là, c'est des types d'eau qui sont prisés par les anophèles. Donc, il y a un lien, bien sûr, entre les déchets, en fait, les caniveaux et les moustiques. Mais les anophèles vont faire le choix, si elles ont le choix, les femelles d'anophèles, si elles ont le choix, elles ne vont pas pondre dans les caniveaux. Et c'est pourquoi à Bamako, ça va être un peu compliqué de collecter des anophèles. Si vous allez dans nos familles maintenant, ce sont des culex que nous allons beaucoup collecter. Et ce sont des Aedes aussi qu'on va collecter. Parce que, les Aedes, c'est ce qu'on appelle communément Murutuni. Exactement. Les Murutuni ou encore Eriale Sosoni, parce qu'elles ont des robes noir-blanc et qui ont trait au club de football, le Real de chez nous. Voilà. Et ces moustiques-là sont aussi, ces Aedes ou Murutuni, sont responsables de beaucoup de maladies, telles que la dengue, la fièvre jaune, et les chikungunya, les Zika. Donc, Zika, la fièvre Zika. La fièvre Zika. Voilà. Ok. Et eux aussi, on va les trouver dans les pots de fleurs, les pneus usés qui sont là, qui contiennent de l'eau, les récipients abandonnés qui contiennent de l'eau, et même les jarres souvent, quand l'eau n'est pas renouvelée fréquemment. Les jarres dans nos mosquées, par exemple, à l'extérieur, dans la cour, vous allez trouver ces jarres-là. Et on a l'habitude de trouver des Aedes dans ces eaux-là. Donc, effectivement, madame a parfaitement raison. Et je crois que s'il y a une bonne volonté, en fait, une plus grande volonté politique pour éliminer ou en tout cas bien acheminer ou bien gérer les eaux usées et les caniveaux, je pense que ça peut réduire de très bien les moustiques. Maintenant, pour les anophèles, il faut des mesures additionnelles. Il ne faut pas seulement se limiter aux caniveaux. Si on se limite seulement aux caniveaux, on risque de les rater. En tout cas dans leur majeure partie. Donc il faut aller dans les eaux stagnantes qui sont là, qui ne sont pas forcément polluées et qui sont laissées par les pluies. Surtout sur le moment. Vous avez parlé de l'hivernage. Effectivement, nous sommes en plein hivernage et la densité des anophèles est très élevée à cette époque-là. Et bientôt, vous allez voir les taux de paludisme aussi va piquer et voilà. Vous avez tantôt parlé des différents types de moustiques. Au Mali, il y en a combien? Au Mali, les publications font état de plus d'une centaine d'espèces que nous avons pu détecter ici. Et les plus dangereux qui transmettent le paludisme, les plus dangereux, je vais dire, qui transmettent le paludisme sont ici chez nous. Il y a Anopheles gambier, ça c'est le nom scientifique. Il y a à peu près 4 espèces les plus dangereuses qui transmettent le paludisme sont présentes malheureusement chez nous. Madame Keita, vous parlez tantôt des difficultés pour avoir un dépôt final. Et qu'est-ce qui explique que jusqu'à présent, il y a dans vos combats, par exemple, on voit dans nos villes qu'il y a des déchets ça et là, mais le dépotoir final fait défaut? C'est pas que le dépotoir final fait défaut, il y a un dépotoir final, mais c'est le système de transition qui n'est pas respecté. Parce que le système est un peu complexe, parce que d'abord, chez nous, avec la population, le contact, c'est les GIE qui ramassent quotidiennement les ordures devant nos portails, mais qui, eux, acheminent les déchets dans un dépotoir de transit qui est un peu aussi dans le district de Bamako. Mais maintenant, c'est arrivé au dépotoir de transit que vient le rôle des maires et du maire et autres là, qui doivent prendre les déchets au dépotoir de transit pour acheminer ça au dépotoir final. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'une fois arrivé au dépotoir final, est-ce qu'il y a un système de recyclage? Est-ce qu'il y a un système de recyclage? Est-ce qu'on met des systèmes de transformation de déchets? Est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée sur les dépôts finaux? C'est ce qui n'existe pas encore malheureusement au Mali. Donc aussi, le problème est que souvent, les dépôts, si les GIE transportent les déchets vers les dépôts de transit, il y a assez de problèmes pour les transporter au dépotoir final. C'est là où le bas blesse. Raison pour laquelle on voit des dépotoirs sauvages, des montagnes d'ordures souvent à l'intérieur du district de Bamako.
C'est ça le problème. Certes, il y a un dépotoir final, mais le dépotoir final qui existe pour le moment n'est pas adapté à notre système de gestion d'ordures. Ce n'est pas un dépotoir qui est aux normes concernant l'évolution de la population de Bamako, qui n'est pas aux normes concernant l'urgence climatique qui existe au jour d'aujourd'hui. C'est ça le problème. Dans le contexte malien, par exemple, vous avez parlé d'une chaîne, c'est-à-dire ce sont les GIE qui viennent prendre les déchets devant les portes pour les acheminer ailleurs. Qui interviennent dans cette chaîne-là? Normalement, souvent, on parle des GIE, on parle d'autres intervenants également, mais jusqu'à présent, on voit que les déchets ne quittent pas. Il y a des dépotoirs qui se créent un peu partout. Est-ce que ce ne sont pas ces GIE qui déversent un peu partout ou dans vos combats, vous avez vu que c'est un problème crucial d'endroit même où déposer? Et on peut dire qu'il y en a un peu de tout, parce qu'il y a un problème de dépôt de transit qui se pose. Et comme je l'ai dit, il y a un problème de dépotoir final. Mais ça aussi, comme j'ai aussi expliqué, c'est que le problème n'est pas que ça. Le problème vient dès la concession. C'est que ça vient déjà dès le tri d'ordures qui n'est pas fait, malheureusement, à Bamako. Sinon, quand on va voir les autres pays, surtout l'Europe, on voit que dès la concession, il n'y a pas qu'une seule poubelle. Il y en a 3, 4 souvent. Mais il y a les déchets plastiques qui sont recueillis dans une poubelle. Il y a les déchets biodégradables, les verres et les objets électroniques dans l'autre. C'est-à-dire, dès la base, déjà, le tri est là. Ce qui va favoriser vraiment les emplois, ce qui va favoriser le recyclage. C'est-à-dire, les déchets biodégradables peuvent aller directement dans le compostage et autres là. Les déchets plastiques, comme je l'ai dit, ça peut aller en énergie renouvelable, ça peut créer de l'énergie, comme on a aussi expliqué dans les sciences que c'est possible de produire du carburant avec. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui font ça, la transformation de ces déchets-là? Oui, bien sûr, il y en a. Il y a beaucoup maintenant d'entrepreneurs verts qui évoluent dans ce domaine. Mais je peux dire que ce n'est pas assez conséquent. Et je l'ai tantôt dit qu'il faut vraiment une volonté politique pour aller dans ce sens, pour faciliter la chose. Donc le système, comme je l'ai dit, c'est des concessions au dépôt de transit, du dépôt de transit maintenant au dépotoir final. Mais ce cycle-là n'est pas suffisant. Déjà, au dépôt final, il devrait avoir des systèmes de recyclage, comme je l'ai dit, de transformation de déchets pour avoir une valeur ajoutée. Parce que même si on enlève les déchets des dépôts de transit, si ça va au dépotoir final et qu'au dépotoir final, il n'y a pas un système de gestion des déchets, le dépotoir final, au fur et à mesure, va devenir un autre problème conséquent aussi. Voilà. Donc, c'est pour dire que souvent, ce on voit, c'est la délocalisation des problèmes, parce que c'est ce que je pense. C'est la délocalisation des problèmes qu'on est en train d'assister. Donc, il est temps qu'on puisse faire face aux problèmes et surtout de ne pas voir ça comme un problème, mais de le voir comme une opportunité à saisir. Monsieur Koulibaly, de quoi vivent les moustiques et comment ils se reproduisent? Merci pour la question. Les moustiques vivent des nectars, les nectars de fleurs. Alors donc c'est là où ils tirent. En français facile, du sucre, énergie, c'est ça? Le sucre. Donc c'est ce jus-là qui se trouve sur les fleurs, n'est-ce pas? Et même au laboratoire, c'est du sucre. On utilise du sucre, la solution sucrée, une solution sucrée pour les nourrir. Maintenant, la femelle, elle a besoin surtout la femelle de l'anophèle, elle a besoin de sang pour la maturation de ses œufs. Elle peut vivre sans prendre le sang, mais elle ne pourra pas se reproduire après copulation. Elle ne pourra pas se reproduire si elle ne prend pas de sang. Est-ce à dire que tant que, disons, le moustique ne pique pas, ne prend pas de sang sur l'être humain, ne peut pas se reproduire? La femelle peut prendre du sang sur les animaux aussi. L'essentiel, c'est d'avoir du sang qui contient des protéines essentielles pour la maturation de ses œufs. Et les mâles n'ont pas besoin de sang pour rester en vie? Les mâles ne piquent pas et ne prennent pas du sang.
Ils sont capables de sucer le nectar de fleurs ou le sucre, prendre la solution sucrée, et ça leur permet de se maintenir en vie. Mais la femelle, une fois encore, elle a besoin de sang pour la maturation de ses œufs. Et quelle est donc la durée de vie d'un moustique? Alors, donc, la durée de vie d'un moustique, si on prend tous les stades de développement, c'est-à-dire du stade aquatique, parce que ça commence dans l'eau, l'œuf est pondu dans l'eau, ensuite il y a les larves, les premiers bébés de premier stade, on dit, ensuite tous les 2 jours, ça grandit, et jusqu'à ce que le moustique quitte maintenant l'environnement aquatique et se retrouve dans l'air. Et là, c'est l'adulte. Donc, si on prend le tout, et en moyenne, la durée de vie, c'est 1 mois et demi. Mais ceci dit, il faut reconnaître quand même qu'il y a des exceptions. Nous avons un laboratoire qui travaille sur la biologie des moustiques, leur comportement et tout, qui a retrouvé une femelle 7 mois après l'avoir lâchée. Donc, mais ça, c'est vraiment une exception. On peut dire que la durée moyenne, c'est 1 mois et demi. Et les œufs, combien d'œufs un moustique peut pondre? L'anophèle femelle, comme vous venez de dire, peut pondre combien d'œufs? La femelle, elle peut pondre entre 150 et 300. Une seule fois? Une seule fois. Une seule fois. Et elle va pondre aussi à peu près toutes les 48 heures si elle a accès au sang. Parce que quand elle prend le sang, 48 heures après, elle digère. Et ça permet de mûrir les œufs. Elle va pondre et ensuite elle va chercher encore à piquer, prendre son repas sanguin et revenir. Équivaut à dire qu'il faut assainir nos villes. Madame Keita, quelles aujourd'hui les difficultés auxquelles vous, Madame Diallo Oumou Keita, les difficultés aujourd'hui auxquelles vous faites face dans votre travail? Non, je peux dire qu'elles sont assez perplexes vu que déjà, comme je l'ai dit, on fait face à on est face à une problématique où chacun doit jouer sa partition. Donc c'est pas que je dois changer, mais nous devons changer de comportement. Donc ça, c'est un peu perplexe, qui demande vraiment la sensibilisation, qui demande vraiment, on peut dire que il faut que les gens s'intéressent à cet aspect, que ça ne soit pas toujours mis sur le dos des politiques, que ce ne soit pas toujours le problème des autres. Parce que si chacun joue sa partition, déjà à commencer par ce choix, assainir son environnement propre, son environnement direct, son histoire, on peut dire que ça peut amoindrir l'instabilité à Bamako. Et de deux, il faut qu'on aille vers cet idéal de tri d'ordures, parce que tout commence par ça. Commencer déjà à faire le tri d'ordures. Mais comment arriver à ce tri d'ordures? Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de mettre une politique sur place pour expliquer à la population comment faire ce tri d'ordures, que les déchets ne partent pas tous dans la même poubelle? Effectivement, c'est ce que nous faisons à travers nos différentes activités de sensibilisation, nos différentes activités proprement dites, qui est la formation, la sensibilisation sur les thématiques liées à l'environnement, la promotion, la protection de l'environnement et la sauvegarde des réserves de biosphère, comme je l'ai tantôt dit. Mais ce tri d'ordures ne peut pas qu'être effectué simplement dans nos concessions. Il faut une relève, une volonté politique, il faut des entreprises. Maintenant, les particuliers, c'est que moi, j'ai comme solution immédiate avant la volonté politique, c'est que les EIE qui sont déjà des particuliers, qui sont déjà en contact direct avec la population, pourquoi pas ne pas ajouter cet état d'esprit comme valeur ajoutée à leur service? Que eux-mêmes puissent se constituer en consortium pour faire des entreprises qui vont évoluer dans le domaine de recyclage, qui vont évoluer dans le domaine de ça, qui sont des valeurs, des filières qui sont liées au recyclage, à la gestion des ordures, pour essayer d'envisager
cet état d'esprit. Comme je l'ai dit, prendre les ordures à la maison. Déjà, moi, j'ai remarqué que déjà ça s'est fait à travers nos bonnes, si vous avez remarqué. Même si elles le font pour l'argent, mais c'est très bien parce que déjà, elles ont pris l'habitude, la majeure partie, à recycler les déchets biodégradables pour vendre ça déjà aux commerçantes et autres là qui passent pour récupérer ça. Voilà, ça c'est déjà un aspect qui diminue le déchet. Il faut qu'on aille vers ce sens-là, essayer de diminuer le déchet le maximum possible. C'est un comportement, c'est une manière de vie. Donc c'est difficile, mais ajouter avec la sensibilisation des populations, ajouter à la volonté politique, sera vraiment la solution idoine pour vraiment lutter contre pour protéger l'environnement, mais protéger aussi sa santé. Comme je l'ai dit, l'environnement est lié à la santé. Même les problèmes, les grandes maladies qu'on a, les virus et autres, là, souvent, ça se communique à travers l'air. Donc, qui parle d'air parle de pollution et autres là. Donc, tout ça, c'est attrait à l'environnement. L'environnement, elle est un peu... elle englobe le tout, vu que qui parle d'environnement parle de tout ce qui nous entoure. Donc, qui protège l'environnement, protège sa santé par ricochet. Vous avez parlé également de... Toujours s'agissant des déchets encore, le fait de... Est-ce que vous avez remarqué que les gens sont suffisamment protégés quand ils vont ramasser ces ordures-là? Il y a ça également, parce que ça risque d'amener encore plus de maladies. Les déchets sont à la porte. Rarement on voit maintenant ceux qui les ramasseurs de déchets munis de combinaisons qui leur permettent de prendre des déchets maintenant. Oui, bon, comme je l'ai dit, tout ça c'est un manque de connaissances, c'est par manque de connaissances. Parce que qui est sensibilisé concernant les maladies liées à l'utilisation, à la manipulation de ces déchets, on ne va pas le supplier pour se protéger. Donc, n'y a-t-il pas lieu de changer le système de ramassage? Bon, ce système, comme je l'ai dit, on est au Mali. Ce sont des thématiques qu'il faut toucher avec beaucoup de prudence. Comme je l'ai dit, les GIE, ce sont des particuliers. On va te dire qu'ils gagnent leur vie, qui sont là pour vraiment se chercher. Donc, maintenant, comme je l'ai dit, cette envergure n'est pas à notre niveau. Nous, on est société civile, on est les jeunes volontaires pour l'environnement. Ce qu'on peut faire, c'est expliquer, c'est sensibiliser. Mais le changement de ce système de gestion des ordures à Bamako vient à un niveau politique. La décision revient aux politiques. Mais ce qu'on peut constater, c'est que le système qui est là de gestion des ordures qui est actuellement à Bamako, elle est inefficace et elle a montré ses limites. Donc il est temps qu'on puisse aller à ce système de réseautage, à ce système de gestion intégrée des déchets et aussi à que ça ne soit pas simplement à ramasser les déchets, à les déposer, qu'on puisse vraiment penser à cet état que ces déchets sont de l'opportunité, qu'on peut créer de l'emploi vert, que ça peut vraiment générer vraiment de l'argent. Le PNLP n'est pas là avec nous, ils n'ont pas répondu à la sollicitation, mais comme le MRDC est le bras droit du PNLP, c'est le bras technique, si je peux me permettre, du PNLP, on a tantôt parlé un moment de vaccin contre le palu. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que ce vaccin est administré à la population? Pour le moment, je ne crois pas que le vaccin soit disponible au Mali pour l'administration, mais je pense qu'il y a eu des démarches là-dessus. Et il y a des personnes il y a des voix mieux autorisées que la mienne pour en parler, mais je suis quand même au courant que pour le moment, pour répondre à votre question, pour le moment, le vaccin n'est pas disponible au Mali, à ma connaissance, pour être administré. Oui, il existe, c'est Mosquirix, c'est le vaccin RTSS qui a été recommandé par l'OMS. Mosquirix, le nom commercial. Le nom commercial. Parlons maintenant, s'agissant des recherches. Où en sommes-nous sur les recherches sur les moustiques aujourd'hui, parlant des outils qui existent et les innovations? Par rapport aux outils qui existent et qui ont montré leur efficacité, on peut citer la moustiquaire imprégnée de longue durée d'action, donc qui peut durer pendant 3 ans, bien sûr,
en tenant en compte les trous, les problèmes physiques qui peuvent arriver à la moustiquaire, mais elle peut quand même rester disponible et bien efficace sur 3 ans. Il y a la pulvérisation intradomiciliaire, donc traiter l'intérieur d'une chambre, les 4 murs plus le plafond. Et ça, ce sont les 2 grandes méthodes à large échelle qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Mais il y a d'autres types d'interventions, bien sûr, qui sont là. La lutte contre les larves, l'environnement, faire le comblement des gîtes larvaires et curer les caniveaux, parce que même si le paludisme n'est pas, même si l'anophèle n'épuise pas ces caniveaux, là, il y a d'autres types de moustiques qui vivent dedans. Donc il faut vraiment l'environnement, l'assainissement. Maintenant, il y a les mesures de protection individuelle telles que les pommades répulsifs, aussi les habits imprégnés, les rideaux imprégnés. Il y a toute cette armada qui est disponible. En plus de ça, en termes d'innovation, je peux citer quelques-unes qui sont en application et quelques-unes qui sont encore dans le laboratoire, dans le pipeline, dans la recherche. Et quelques innovations qui sont dehors, c'est déjà la moustiquaire imprégnée elle-même. Parce que jusque-là, c'est un type d'insecticide qui est utilisé pour imprégner les moustiquaires. Donc maintenant, les chercheurs sont en train de voir est-ce qu'on peut mettre soit deux molécules d'insecticide sur la moustiquaire, soit une molécule qui n'est pas un insecticide, mais qui va booster l'effet de la moustiquaire, l'effet de l'insecticide. Donc il y a ces nouvelles générations, on les appelle les nouvelles générations de moustiquaires imprégnés. Comme innovation aussi, on a des pièges sucrés toxiques. Actuellement, nous avons des équipes ici au Mali, au MRTC, qui sont impliquées dans le développement de cette technique. Donc, c'est un piège où on met une substance toxique sucrée pour le moustique. Donc, ça attire le moustique et ça le tue. On a cette technologie-là. Il y a aussi les moustiques génétiquement modifiés dont j'ai parlé tantôt. J'ai parlé de ce que Target Malaria fait. Donc ça, c'est les moustiques qui sont stériles ou les moustiques qui ne donnent que des mâles, n'est-ce pas? Et l'effet, c'est la réduction de la population et la réduction de la maladie avec. Mais il y a un autre courant, cette fois-ci, qui permet de bloquer le développement du parasite chez le moustique. Donc vous modifiez un moustique de telle sorte que lorsque la femelle ingère le parasite ne va plus se développer chez lui, en fait chez elle. Parce que le parasite a besoin de passer par la femelle pendant 12 jours pour être au niveau de sa glande salivaire pour que la femelle puisse le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc il y a ce courant aussi qui existe, mais nous ne travaillons pas sur ça. Nous avons d'autres collègues qui travaillent sur cet aspect-là. Et pour finir, il y a une autre innovation qui est assez importante, c'est la prise de médicaments, par exemple, tels que l'ivermectine. Quand vous prenez l'ivermectine et quand les moustiques prennent leur repas sanguin sur vous, ces moustiques-là meurent. Alors donc, ça aussi, c'est à l'étude et c'est vraiment assez important. Et qui soutient ces recherches-là? Qui est derrière ces recherches? Alors donc, il y a beaucoup de bailleurs. Je peux parler du cas de Target Malaria, qui travaille sur les moustiques génétiquement modifiés. C'est la fondation Bill et Melinda Gates qui finance nos projets. Nous sommes à 7 petites minutes de la fin de cette émission, le temps de faire peut-être un dernier tour de table. Madame Diallo Moukeita, aujourd'hui, que faut-il pour assainir nos villes pour avoir moins de palud? Il faut commencer par quoi? Je sais que vous avez parlé du changement de comportement, mais dans l'immédiat, il faut commencer par quoi? Bon, je dirais toujours la même chose, parce que c'est ça qui est possible à 0 francs et dans l'immédiat. Curer les caniveaux, que ce soit fait par l'État ou par les jeunes du quartier, parce que comme on le sait, chaque quartier a ses propres jeunes, que les jeunes puissent se sentir impliqués dans la protection et la promotion de l'environnement, la sauvegarde de son environnement direct. Ces caniveaux-là sont des problématiques, que ce soit pour la valorisation, on a dit que les caniveaux permettent
aux moustiques de femelles de séjourner pour pondre, mais elle est aussi source d'inondation. Parce qu'on a vu que pendant la saison pluvieuse, il y a pas mal d'inondations qui se fait, mais la cause principale, c'est que l'eau n'a pas de chemin pour s'acheminer vers les rivières et les portes de sortie. Parce que les caniveaux qui sont là pour faire chemin sont bouchés par nos propres comportements. Parce que les caniveaux, c'est devant nos devantures, c'est devant nos portes. Généralement, on voit aussi que quand il pleut, il y a certains qui sont motivés à aller déverser les ordures dans les caniveaux pour que la pluie puisse s'acheminer. Donc, ce sont des comportements qui favorisent vraiment ces catastrophes naturelles, si on peut l'exprimer, vu que l'inondation fait partie des catastrophes naturelles. Donc, dans l'immédiat, ce que je peux dire, c'est qu'il faut vraiment un changement de comportement. Il faut que les gens puissent se sentir concernés, savoir que protéger son environnement, c'est se protéger soi-même, et que protéger l'environnement, ça a trait à beaucoup de choses, comme on l'a dit. L'environnement favorise vraiment la bonne santé, et ça favorise qu'on est dans un environnement sain, comme on l'a dit, un environnement sain et dans un corps sain. L'environnement sain favorise un corps sain qui est vraiment la santé, et la santé n'a pas de prix. L'environnement sain pour avoir une bonne santé. Dernière question pour vous, Dr Coulibaly. Que faut-il aujourd'hui pour freiner le développement de ces moustiques-là dans nos maisons? Et comme elle l'a dit, il faut commencer par drainer les eaux stagnantes qui sont dans nos cours. C'est pas seulement les caniveaux, les petits points d'eau peu profonds, ensoleillés, constituent aussi des gîtes larvaires. Surtout chez nous au village. Je m'adresse aussi à mes parents qui sont dans nos villages. Et les trous de banco, et c'est vraiment les nids de moustiques. Donc, si on ne peut pas les combler carrément, il faudra les drainer pour vraiment ne pas laisser l'eau stagner là-dedans. Et ce que je peux ajouter à ça, il faut quand même continuer à utiliser les moustiquaires imprégnés, même si souvent on a tendance à penser que les densités ne sont pas aussi élevées. Il faut quand même continuer à utiliser les moustiquaires imprégnés. Elles sont efficaces, elles ont leurs limites, mais elles sont efficaces. Et il faut aussi continuer à utiliser les mesures de protection individuelles. Et quand vous vous sentez malade ou vous avez quelqu'un qui se sent malade, allez-y rapidement dans un centre de santé, vous faire dépister et vous faire traiter. Merci à vous. Je vous prends au mot. La propriété est gage de bonne santé. C'est la fin de cette émission dont le thème était Mali, où en sommes-nous dans la lutte contre les moustiques. Merci à nos invités, Dr Mamadou B. Coulibaly, pharmacien biologiste, Madame Diallo Oumou Modibo Keïta de l'organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE Mali. On a voulu avoir le PNLP, malheureusement ils ont décliné notre invitation à la dernière minute. À la régie son et vidéo, il y avait Mamadou Ouattara et Mamadi Keïta. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.